Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 7-8 Journal sur TV 78. Voici les titres de ce mercredi 20 mai. Alors que les premières réponses de Parcoursup sont tombées, l'Académie de Versailles organisait 3 masterclass à destination des lycéens. Objectif, assurer la continuité pédagogique et préparer aussi les élèves de première à l'oral de français au programme en juin. Et depuis le 1er mai, les pompiers des Yvelines ont un nouveau directeur. Le colonel Stéphane Milot a été nommé à la tête du service départemental d'incendie et de secours. Une prise de fonction dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Interview à suivre. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale des abeilles. Elles n'ont pas chômé pendant le confinement avec des récoltes de miel qui pourraient battre des records cette année. Nous irons prendre le pouls chez un apiculteur à Plaisir. Avant de développer ces titres, la visite de la ministre des Sports cet après-midi au Perret en Yvelines. Roxana Maracineanu était au centre équestre du Perret en Yvelines. Échange avec les dirigeants et personnels du site. Visite des lieux au programme de ce déplacement. L'occasion de faire le point aussi sur les mesures sanitaires mises en place pour permettre la reprise d'activité équestre. Nous reviendrons plus largement sur cette visite dans la prochaine édition du 7-8 l'hebdo, vendredi sur TV 78. Coup d'œil à présent sur la carte de Bison Futé et c'est inhabituel, elle est verte partout en France dans le sens des départs à la veille de ce week-end prolongé de l'Ascension. Période épidémique oblige, les déplacements à plus de 100 km de son domicile sont pour rappel interdits. Et de quoi privilégier les destinations régionales. Nous vous parlions hier sur ce plateau de réservations qui ont explosé pour les gîtes en vallée de Chevreuse. Des domaines ont également rouvert pour occuper votre week-end. C'est le cas du château de Breteuil à Choiseul. Le reportage de Mélanie Poquet et de Marie-Lénia Pichino. Un geste peu attendu en ces lieux d'histoire, mais dans le château de Breteuil aussi, le gel hydroalcoolique et les masques sont primordiaux pour la visite. Les équipes ont aussi revu leur fonctionnement. Si vous avez une question à poser, il y a un ou deux guides à l'étage qui se promènent et qui sont là pour vous orienter et répondre. Nous limitons les départs à 10 personnes et les gens évoluent librement dans le parcours du château. Ce qui est nouveau, ce sont des pupitres dans toutes les pièces pour indiquer, donner les explications, les commentaires de la scène et des objets d'art que les gens peuvent voir dans cette pièce. Le château a rouvert ses grilles le 15 mai dernier et les visiteurs étaient au rendez-vous. La fréquentation ressemblait à celle d'un mois de juin normal. 1000 visiteurs ont foulé les pelouses du domaine le dimanche 17 mai. On a pris une semaine dans la vallée et on a vu qu'il y avait beaucoup de châteaux. On a posé 2-3 questions. On nous a dit celui-là il était à voir, donc nous voici. Ça fait déjà maintenant 2 mois qu'on est confiné à Paris. Donc ça a été relativement assez compliqué à vivre. Dès qu'on a eu le début du déconfinement, on a essayé de faire un petit week-end. Les 2 mois de fermeture ont bien sûr eu un impact financier. Des salariés sont encore en chômage partiel. Les mariages ne pourraient pas reprendre avant le 18 juillet. Avril, mai, juin sont les gros mois pour nous, puisque nous avons entre autres toutes les sorties scolaires de fin d'année. Donc depuis le 15 mars, plus aucun groupe scolaire n'est venu et ne reviendra pas avant septembre. Ces mois de fermeture vont représenter environ le tiers du chiffre d'affaires annuel. Les équipes ont mis à profit le confinement pour entretenir le site. Après une année 2019 record en termes de fréquentation, le château de Breteuil prend son mal en patience. Nous travaillons à une réouverture des cinémas début juillet, annonce ce matin du ministre de la Culture Franck Riester chez nos confrères de France Télévisions. Les salles de cinéma font partie de ces lieux, vous le savez, qui restent fermés malgré le déconfinement. Franck Riester a précisé que des mesures sanitaires et de gestion de flux des spectateurs devront être mises en place. Une décision sur les cinémas sera dévoilée fin mai, début juin. Et d'ailleurs, pour connaître toutes les conséquences sur l'activité culturelle des sites yvelinois, un 7-8 culture spécial est à revoir sur TV 78, replay disponible sur notre site internet et notre application mobile. Conséquences économiques de la crise sanitaire, Renault envisagerait d'arrêter définitivement la production automobile à l'usine de Flins-sur-Seine. Information du Canard enchaîné. Le 29 mai, le groupe doit dévoiler un vaste plan de 2 milliards d'euros d'économie. Outre Flins, 3 autres sites devraient fermer en France. L'État prévoit de garantir un prêt bancaire de 5 milliards d'euros pour le constructeur. L'usine de Flins emploie actuellement 2600 personnes et a assemblé 160 000 véhicules en 2019. Le site produit notamment le véhicule électrique Zoé et la Nissan Micra.
L'école forme en alternance au métier de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Le CFI, basé à Montigny-le-Bretonneux, a dû s'organiser pour assurer la continuité pédagogique pendant le confinement. L'établissement a mis en place un enseignement à distance qu'il souhaite poursuivre également à la rentrée. Aurélie Ronce fait le point avec Mickaël Etienne, responsable du pôle formation. Pendant les périodes école, tous les jeunes ont été mis en enseignement à distance. Ça a été possible de le faire pour une raison assez simple, c'est qu'on avait déjà entamé l'enseignement à distance avant cette période de confinement liée au Covid. Les jeunes qui étaient en entreprise, eux, continuaient à aller en entreprise, sauf si les entreprises les ont mis en chômage partiel. Mais même s'ils étaient en chômage partiel, ils avaient quand même la possibilité, sur les périodes d'école, de suivre l'enseignement à distance à partir de chez eux. Comme on avait du matériel dans l'école, on a prêté du matériel aux jeunes juste avant la période de confinement. La période d'enseignement à distance pendant le confinement s'est très bien déroulée. C'est-à-dire qu'on a eu un taux de décrocheurs qui était au maximum à 5%, et en fait qui n'est pas supérieur au nombre de jeunes qui décrochent lorsqu'on a des cours en présentiel. Donc on a maintenu le dispositif d'enseignement à distance jusqu'à la fin de l'année scolaire. La seule chose que l'on a fait, c'est qu'on a des étudiants, notamment en master, en robotique, pour qui il était impératif de pouvoir terminer leur projet sur cette fin d'année. Pour ces jeunes, on a mis en place par des petits groupes de 6 personnes la possibilité de réserver le labo de robotique 2 jours par semaine pendant 3 semaines, et cela sur la période de fin juin. On a de nouveau sollicité fortement les entreprises pour recruter des jeunes, et on a mis en place un job dating virtuel à la place de celui qu'on aurait mis en présentiel. On mettra cette opération sur la période du 25 juin. Au vu de la réussite de l'enseignement à distance pendant cette période de confinement, comment on va prolonger de façon à ce moment-là plus structurée et plus organisationnelle l'enseignement à distance. Donc actuellement, on est en train d'étudier ce qu'on appelle les plans de formation, où on revoit la proportion d'enseignement à distance et d'enseignement présentiel qui sera mis en place à partir de la rentrée. Afin d'assurer la continuité pédagogique, l'Académie de Versailles a mis en place de son côté des masterclass à destination des élèves de lycée. Plusieurs thématiques ont été abordées, comme l'économie de la crise du coronavirus ou encore l'oral de français pour les élèves de première, un format en ligne qui a rencontré un franc succès. Aurélie Ronce. Même si les lycées restent fermés, les élèves, eux, continuent d'étudier par Internet. Pour étoffer l'offre pédagogique en ligne, l'Académie de Versailles a mis en place plusieurs masterclass avec des intervenants de grandes écoles. La première thématique était dédiée le 13 mai dernier à l'oral du bac de français. 2 jeunes qui planchent comme une émission de télévision, si vous voulez, avec des enseignants qui les assistent, qui les accompagnent, et puis 500 élèves derrière leur écran qui s'identifient à ces jeunes qui sont en train de travailler sur leur oral. La deuxième masterclass avec Yann Algan, donc un économiste, au sujet du Covid et des incidences économiques du Covid, a réuni plus de 1000 personnes. On était complet. Le choc du coronavirus ne s'arrête pas là. L'offre aussi a été affectée. Autre thématique abordée, l'épreuve du grand oral qui sera au programme du baccalauréat l'année prochaine. Au total, 3 masterclass ont été proposées aux élèves de l'Académie, un dispositif qui devrait perdurer. Je crois vraiment que ces formats gagneraient à partir de la rentrée à être développés, à en faire, pourquoi pas, 1 fois par mois avec vraiment des grands témoins et ce travail préparatoire des enseignants, des élèves et de ces grands témoins ensemble. Prochain rendez-vous virtuel organisé par l'Académie de Versailles le 26 mai pour la remise des prix Non au harcèlement. Le point sur l'épidémie de la Covid-19 dans les Yvelines. Aux derniers chiffres publiés mardi soir, 469 personnes ont succombé au virus dans les hôpitaux du département. 3 décès supplémentaires en 24 heures. 632 patients étaient hospitalisés sur le territoire, soit une légère hausse par rapport à lundi. 47 placés en réanimation et puis 1788 personnes sont désormais guéries du coronavirus dans les Yvelines après un passage à l'hôpital.
Dans cette crise sanitaire, les services de secours sont bien sûr très engagés, notamment les pompiers des Yvelines qui ont depuis le 1er mai un nouveau directeur, le colonel Stéphane Milot, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directeur départemental des services d'incendie et de secours et chef de corps des sapeurs-pompiers des Yvelines. Racontez-nous déjà votre prise de fonction qui forcément a dû être un peu particulière dans ce contexte de crise sanitaire. Alors effectivement, le contexte est un peu particulier. Néanmoins, les symboles de l'installation du nouveau chef de corps ont été respectés. Les autorités, que ce soit le préfet, le président du conseil d'administration du SDIS ou le président du conseil départemental m'ont accueilli et nous avons, dès le 4 mai, procédé très symboliquement et à huis clos à une levée des couleurs et à un dépôt de gerbes en l'honneur de l'ensemble des sapeurs-pompiers des Yvelines décédés en service commandé. Alors vous avez exercé dans le département de l'Essonne, des Yvelines, on va y revenir juste dans un instant, mais aussi dans l'Aveyron et en Seine-et-Marne où vous avez été pendant 5 ans le directeur adjoint du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Comment vous abordez cette nouvelle mission ? Dans quel état d'esprit l'abordez-vous ? D'abord, une immense joie, un état d'esprit très positif, malgré évidemment le contexte. Et puis, c'est pour moi un vrai challenge de revenir sur un territoire attractif où j'ai passé quasiment déjà 10 ans dans différentes affectations. Donc un état d'esprit très très positif et une énorme envie de continuer à faire progresser le SDIS. J'allais vous demander justement s'il y avait un engouement particulier pour vous à revenir sur ce territoire des Yvelines où vous avez déjà exercé comme chef du centre de secours principal de Versailles, chef d'état-major du SDIS des Yvelines également et aussi chef du groupement territorial ouest du département. Est-ce qu'il y a un engouement particulier à revenir sur ce territoire ? Oui, bien sûr, c'est un territoire yvelinois et les Yvelinois sont à la fois des gens très chaleureux et puis le territoire est très attractif, de nombreux enjeux dans le domaine de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours. Donc effectivement, mon affectation qui est une candidature, donc un acte délibéré de ma part est effectivement motivé par beaucoup d'affect, même si j'ai conscience des responsabilités qui aujourd'hui pèsent sur moi. Quels objectifs vous vous êtes fixés à la tête du SDIS des Yvelines ? D'abord, continuer l'action telle qu'elle a été engagée par mes prédécesseurs, sous l'autorité d'Alexandre Joly, le président du conseil d'administration du SDIS. D'avoir une continuité importante et puis une adaptation du SDIS aux nouveaux enjeux. Et cette crise du Covid nous montre un certain nombre de nouveaux enjeux auxquels le SDIS doit faire face. On l'a dit, une arrivée forcément dans ce contexte particulier du coronavirus, de cette crise sanitaire. Quel est l'engagement ? Comment sont engagés ces sapeurs-pompiers des Yvelines dans cette crise ? On imagine pleinement engagés dans cette crise sanitaire ? Alors effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, le secours d'urgence à personne représente presque 90% de l'activité quotidienne des sapeurs-pompiers tout au long de l'année. Cette crise du Covid a évidemment mobilisé les sapeurs-pompiers pleinement avec nos moyens secouristes, nos véhicules de secours aux victimes, mais aussi notre chaîne médicale avec nos infirmiers et nos médecins sapeurs-pompiers dans la prise en charge des cas suspects parce que quand nous intervenons, nous ne savons pas réellement si les gens ont le Covid ou simplement des symptômes qui ressemblent et nous avons dû prendre l'ensemble des précautions nécessaires pour protéger nos personnels. Avec aussi les autres interventions qui ne s'arrêtent pas pour autant. On l'a vu cette semaine, 32 pompiers des Yvelines qui sont intervenus lors d'un incendie à Sartrouville. Il y a aussi le week-end du 8 mai où beaucoup d'interventions sont survenues suite aux intempéries. Il faut tout de même continuer, malgré cette crise sanitaire, les autres interventions à côté. Bien sûr, même pendant le confinement, d'autres interventions, même si elles ont baissé, étaient présentes. Le spectre opérationnel des sapeurs-pompiers qui est très large, que ce soit évidemment le secours d'urgence à personne, mais aussi les accidents de la route, les incendies. Tout cela continue. Notre mission de secours, dans laquelle on doit en permanence s'adapter, et notre organisation nous ont permis de résister et d'être résilients à cette crise
qui même aujourd'hui encore, même si l'intensité a diminué, nécessite un certain nombre de moyens des sapeurs-pompiers. L'organisation de vos services, justement, est-ce qu'on peut la rappeler? Combien de sapeurs-pompiers sont engagés dans le département des Yvelines? Alors on sait qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels et aussi volontaires. Combien de forces comptez-vous dans les Yvelines? Alors le SDIS 78 je fais un chiffre rond, 4000 agents, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires, et je n'oublie pas les personnels administratifs qui nous permettent aussi de fonctionner dans de nombreux domaines. Voilà, c'est 4000 agents au service du service départemental d'incendie et de secours qui, avec des effectifs de garde toute la journée, assurent la distribution des secours sur le département. Une dernière chose. Organisation qui est une organisation... Non, mais je vous en prie. Allez-y. Le service départemental d'incendie et de secours est un établissement public qui est placé sous commandement opérationnel du préfet, mais qui est financé par les collectivités locales que sont le département et les communes. Un dernier mot pour terminer sur cette crise sanitaire, avec aussi des pompiers qui ont payé leur tribut dans cette période. Début avril, nous apprenions la mort d'Olivier Lugan, pompier volontaire des Yvelines décédé du coronavirus. L'épidémie n'a pas épargné les sapeurs-pompiers? Non, effectivement, comme à l'instar de la population, mais en plus dans notre exposition au virus, nous avons eu un certain nombre de sapeurs-pompiers hospitalisés. Notre infirmier Olivier Lugan, qui est décédé, a lui contracté le virus dans son activité libérale parce qu'il était infirmier volontaire. Non pas il n'a pas contracté dans le cadre de son activité de sapeur-pompier. Néanmoins, toute la communauté des sapeurs-pompiers est très solidaire avec aujourd'hui encore sa famille pour l'aider dans un certain nombre de démarches et puis dans cette période très particulière évidemment. Merci colonel Milot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que Bonsoir. vous êtes le tout nouveau directeur des services d'incendie et de secours des Yvelines. 2 millions d'euros supplémentaires face au contexte sanitaire actuel. Le département des Yvelines a débloqué cette enveloppe pour le dispositif Yvelines étudiants seniors. Il vise à rompre l'isolement des personnes âgées sur le territoire par le biais de visites d'étudiants à leur domicile pendant l'été. 5000 personnes contre 1500 habituellement seront concernées par l'action de juin à septembre prochain. Il faut bien vivre avec une maladie psychique, c'est le thème du concours vidéo de l'association Art Convergence, basée dans les Yvelines. 3e édition de ce prix vidéo ouvert à tous, dont l'appel à projet a été lancé. Le principe, produire une vidéo de 4 minutes maximum, documentaire, reportage, fiction ou encore film d'animation qui évoque la maladie psychique. L'objectif est que les participants s'approprient le sujet et l'intègrent à un processus créatif. Et les vidéos seront départagées par un jury varié, composé notamment de professionnels médicaux et de l'audiovisuel. Un grand prix, un prix du jury ou un autre du public seront remis, notamment avec des dotations allant jusqu'à 5 000 €. Laurence Dupin est la présidente d'Art Convergence. C'est pas une campagne de sensibilisation. Il faut savoir que l'association elle a été créée pour aider directement les personnes qui souffrent de maladies psychiques à travers des projets artistiques très qualitatifs. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé par faire travailler des petits groupes de personnes ayant des talents artistiques, des envies artistiques, avec des artistes connus, et les faire travailler sur tout type de support. Et on a eu une vidéo la première année, en 2014, et qui a été un déclic, parce que c'était un très court format, et cette vidéo a été extraordinaire, et nous a ouvert les yeux sur d'abord un médium artistique qui était plus connu, mais qui n'était pas forcément utilisé de cette manière-là. Et on s'est dit que finalement, monter un appel à projet ouvert à tous, ça permettait d'élargir le nombre de personnes concernées, d'abord par la restitution, parce que la vidéo c'est quelque chose d'immatériel et qui diffuse très facilement. C'est à la fois beaucoup moins cher à produire, beaucoup plus facile à véhiculer, et les personnes qui y participent peuvent dire beaucoup plus de choses. Donc on a trouvé que c'était très intéressant. Les participants ont jusqu'au 1er octobre pour envoyer leur dossier d'inscription et leur vidéo. Pour ce week-end de l'Ascension, peut-être avez-vous envie de vous détendre avec un soin du corps ou pourquoi pas un hammam en cette période angoissante. C'est ce que propose cet institut de beauté à Élancourt. Seulement, alors que toutes les précautions sont prises, les clients peinent à franchir les portes de l'institut. Marilène Yapichino.
Cet institut de beauté, qui a la particularité de proposer également un hammam, a rouvert ses portes le 12 mai après 2 mois de fermeture. 2 mois blancs en termes de chiffre d'affaires, mais pas concernant le travail. Après avoir réglé l'aspect administratif et les nombreuses procédures pour les aides et reports de charges, le couple de gérants a rénové ses locaux. Cette période de avril-mai est l'une des plus importantes de l'année pour leur activité. C'est la préparation des mariages. Et les enterrements de vie de jeunes filles sont des moments importants pour nous, puisqu'on a un groupe de 10 à 15 personnes qui venaient en même temps jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, l'entreprise n'effectue que 20% de son chiffre d'affaires habituel. Alors pour rassurer les clients, une charte est mise en place en suivant les recommandations du ministère du Travail, affichée dans l'Institut et envoyée par mail à la clientèle fidèle. On explique ce qu'on leur demande de faire et on explique sur les points sur lesquels on s'engage. Ce qu'on leur demande de faire au préalable avant de venir, c'est de prendre des rendez-vous. Le port du masque est aussi obligatoire, excepté dans le hammam où seule une personne par salle est acceptée. De son côté, l'équipe porte elle aussi un masque et une visière en plus pour les soins. Les cabines et salles sont désinfectées entre chaque client, l'eau et les magazines à disposition sont retirés et le thé ne peut plus être offert. On est positif et on avance, on a fait tout ce qu'il faut pour remettre au propre ici et tout est quasiment neuf, le plafond a été refait, tout a été refait, tout est bien partout, mais maintenant il faut que les clients reviennent. Les gérants espèrent pouvoir faire revenir leurs salariés aujourd'hui en chômage partiel petit à petit avec la reprise d'activité. Partenaires des box cadeaux, ils se montrent patients et attendent que ces clients détendeurs de box prennent rendez-vous pour venir se détendre. Pour conclure ce journal, c'est aujourd'hui la journée mondiale des abeilles, un événement créé par les Nations Unies pour sensibiliser à l'importance de cet insecte dont le nombre décline. Mais avec le confinement, les abeilles ont pu travailler plus sereinement. Résultat, la récolte 2020 devrait être de très bonne facture. Le reportage à plaisir de Patrick Jacques de Dixmude et de Mélanie Poquet. Pas de chômage partiel pour les abeilles, les butineuses ont été à pied d'œuvre ces dernières semaines. De bon augure pour la récolte. Avec le confinement, les abeilles noires ont profité d'un quotidien simplifié, mais pas seulement. Nous sommes sur une année 2020 qui est globalement exceptionnelle sur le plan météorologique. Nos abeilles ont eu cette chance magistrale de pouvoir butiner depuis début mars jusqu'à, je ne sais pas encore jusqu'à quel moment, mais c'est une année d'exception en termes de capacité donc, de stockage de miel, de stockage de nectar. À plaisir, 25 ruches hébergent près d'1 million d'insectes. Ces abeilles sont protégées par une confrérie qui fête tout juste sa première année de création. 6 personnes la composent. On a dans l'idée de défendre l'environnement et les abeilles, mais surtout l'abeille noire. Et il y a très peu de confréries en France. On n'est pas forcément apiculteur, puisque le but de la confrérie aussi, c'est d'échanger avec d'autres confréries et de connaître et de faire connaître les produits du terroir. Donc on peut faire venir des cuisiniers, des pâtissiers, tous les gens qui travaillent autour du miel. 2 récoltes sont organisées par an aux alentours du mois de mai et à la fin du mois de juillet. À plaisir, les abeilles ont déjà donné 20 kilos de miel. Les apiculteurs attendent plus du double pour la deuxième collecte. Nous te chérirons, nous te protégerons, et du bon miel toute la vie tu nous donneras. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous sur TV78.